Après la mort de sa femme, un homme se trouve incapable d'atteindre son fils plongé dans le silence. Ils vivent côte à côte, mais séparés par la douleur qu'ils ne parviennent pas à partager, jusqu'à ce qu'une petite inconnue apparaisse avec une proposition improbable. « Si je fais rire votre fils, vous me donnez un goûter ?» Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux de la grande maison, bourgeoise située sur les hauteurs de Lyon. Une lumière dorée qui autrefois aurait illuminé une scène de bonheur familial ne révélait maintenant qu'un salon impeccablement rangé, froid et silencieux. Les rayons caressaient des cadres photos où le temps semblait s'être figé sur des visages souriants qui n'existaient plus que dans ces images. Guillaume Dufresne se tenait debout devant la fenêtre, une tasse de café à la main, le regard perdu dans le panorama de la ville qui s'étalait à ses pieds. À 42 ans, cet architecte renommé avait tout ce que l'on pouvait désirer matériellement. Une carrière brillante, une maison magnifique dans le quartier prisé de la Croix-Rousse et une réputation professionnelle qui lui assurait des contrats prestigieux. Pourtant, depuis 6 mois, sa vie n'était plus qu'une coquille vide. Il jeta un coup d'œil à sa montre. 7h30. Il était temps de réveiller Théo. Guillaume monta l'escalier en bois massif, ses pas résonnant dans le silence oppressant. Il s'arrêta devant la porte décorée d'un panneau Capitaine Théo que Juliette, sa femme, avait peint avec tant d'amour. Sa main resta suspendue quelques secondes avant de frapper doucement. « Théo, c'est l'heure de se lever, mon grand. » Aucune réponse, comme d'habitude. Guillaume poussa la porte et découvrit son fils de 6 ans déjà, assis sur son lit, habillé, le regard fixé sur la fenêtre. Ses yeux, autrefois pétillants de malice, semblaient éteints, comme si la flamme qui les animait s'était évaporée en même temps que les derniers souffles de sa mère. « Tu as bien dormi ?» demanda Guillaume en s'asseyant au bord du lit. Théo haussa les épaules sans le regarder. Ce geste minimaliste était devenu sa principale forme de communication depuis l'accident. Guillaume sentit une fois de plus ce pincement au cœur, cette impuissance face au chagrin de son fils qu'il ne parvenait pas à atteindre. « Madame Fournier a préparé ton petit déjeuner. »« Des crêpes. Tu aimes les crêpes, non ?» Nouveau haussement d'épaules. Guillaume soupira intérieurement. Il aurait voulu prendre son fils dans ses bras, lui dire que tout irait bien, que la douleur s'atténuerait avec le temps. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, et de toute façon, ce serait un mensonge. Car lui-même ne savait pas comment continuer à vivre dans ce monde où Juliette n'était plus. La routine matinale se déroula comme tous les jours depuis 6 mois. Un petit déjeuner silencieux, où Théo picorait à peine dans son assiette, puis le trajet en voiture, jusqu'à l'école Saint-Exupéry, dans un silence à peine troublé par la radio qui diffusait des informations auxquelles ni le père ni le fils ne prêtaient attention. « Bonne journée, Théo », dit Guillaume en se penchant pour embrasser son fils. Théo se laissa faire, son petit visage impassible, avant de se diriger vers la cour d'école sans un regard en arrière. Guillaume le regarda s'éloigner, cette petite silhouette qui portait sur ses frêles épaules un poids bien trop lourd pour son âge. Il échangea un bref signe de tête avec Madame Leroy, l'institutrice, qui lui adressa un sourire compatissant. Elle lui avait parlé la semaine dernière de l'inquiétude de l'équipe pédagogique face au mutisme de Théo, suggérant un suivi psychologique que Guillaume repoussait sans cesse. « Monsieur Dufresne, j'aimerais vous parler un instant », l'interpella-t-elle, alors qu'il s'apprêtait à repartir. Guillaume s'approcha déjà sur la défensive. « Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin, j'ai une réunion importante. »« Je comprends, mais c'est au sujet de Théo. Nous sommes vraiment préoccupés. Il ne participe à aucune activité, ne joue avec personne pendant les récréations. Il reste assis seul dans un coin de la cour. Il a besoin de temps, » répondit Guillaume, répétant les mêmes mots qu'il prononçait depuis des mois, des mots qui sonnaient de plus en plus creux. « Cela fait 6 mois, monsieur Dufresne. Je sais que la situation est terrible, mais Théo a besoin d'aide professionnelle. Et vous aussi, peut-être. » Guillaume sentit la colère monter en lui. Comment cette femme pouvait-elle comprendre ce qu'il traversait? Comment osait-elle suggérer qu'il ne faisait pas tout ce qui était en son pouvoir pour son fils? « Je gère la situation, Madame Leroy. Merci de votre inquiétude. » Il tourna les talons et regagna sa voiture, les mains tremblantes sur le volant.
Au lieu de prendre la direction de son cabinet d'architecture, il resta immobile, le regard fixé sur le bâtiment scolaire où son fils passerait les 8 prochaines heures dans son monde de silence. La journée de Guillaume se déroula comme toutes les autres, des réunions, des appels, des plans à vérifier, des clients à rassurer. Il s'était jeté à corps perdu dans le travail, acceptant tous les projets possibles pour remplir chaque minute, chaque seconde de sa journée, ne laissant aucun espace pour la réflexion ou le chagrin. Son associé, Marc Beaumont, lui avait suggéré de ralentir, de prendre du temps pour lui et Théo, mais Guillaume ne pouvait pas s'arrêter. S'arrêter signifierait penser, et penser le ramènerait inévitablement à cette journée pluvieuse où sa vie avait basculé. Le soir venu, il récupéra Théo à l'étude surveillée. Le chemin du retour fut aussi silencieux que celui du matin. À la maison, Madame Fournier, la gouvernante qui venait 3 fois par semaine, avait préparé un dîner qui, comme d'habitude, serait à peine touché. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-elle en servant le gratin dauphinois encore fumant. « Bien, merci », répondit mécaniquement Guillaume. « Et la vôtre ?»« Oh, comme d'habitude », dit-elle avec un sourire triste, en regardant Théo qui fixait son assiette sans y toucher. « J'ai préparé ton plat préféré, Théo. » Le garçon prit sa fourchette et commença à déplacer la nourriture dans son assiette sans la porter à sa bouche. Guillaume sentit l'irritation monter en lui. Pourquoi Théo ne faisait-il pas un effort? Pourquoi ne comprenait-il pas que la vie devait continuer malgré tout? Théo, mange s'il te plaît, dit-il d'une voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Le garçon leva les yeux vers son père, un regard où se lisait non pas de la rébellion, mais une profonde tristesse qui désarma complètement Guillaume. Il se radoucit immédiatement. Juste un peu, d'accord, pour me faire plaisir. Théo prit une minuscule bouchée, mâchant mécaniquement comme si l'acte de manger était devenu une corvée insupportable. Guillaume échangea un regard impuissant avec Madame Fournier, qui haussa les épaules avec compassion. Plus tard dans la soirée, après avoir bordé Théo qui s'était couché sans un mot, Guillaume se retrouva seul dans le salon. Il s'approcha de la bibliothèque et prit un album photo qu'il n'avait pas ouvert depuis l'accident. Les images le frappèrent comme autant de poignards. Juliette rayonnante tenant Théo bébé dans ses bras. Leur mariage dans le petit village natal de sa femme en Ardèche, leurs vacances en Bretagne l'été dernier, où Théo riait aux éclats en courant sur la plage. Une photo en particulier attira son attention. Ils étaient tous les 3 au parc de la Tête d'Or, Théo sur les épaules de Guillaume, Juliette les regardant avec un amour infini dans les yeux. Ce jour-là, ils avaient passé des heures à nourrir les canards, à admirer les animaux du zoo, à déguster des glaces sur un banc face au lac. Théo avait ri jusqu'à en avoir mal au ventre quand un pont avait déployé sa queue juste devant lui. Guillaume referma brusquement l'album, mais une idée avait germé dans son esprit. Peut-être que retourner dans ce parc, ce lieu de souvenirs, heureux, pourrait aider Théo à retrouver un peu de la joie qu'il avait perdue. Cela semblait fou, presque cruel de raviver ses souvenirs, mais Guillaume était à court d'options. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il s'endormit avec une idée, un plan, aussi fragile soit-il. Demain, il emmènerait Théo au parc. Peut-être que ce serait un échec, peut-être que cela aggraverait les choses, mais il devait essayer. Pour Théo, pour le petit garçon souriant qui existait encore quelque part sous cette carapace de silence. Le samedi matin se leva sur Lyon avec une luminosité particulière. Un de ces jours d'automne où le soleil, encore vaillant, offre une chaleur douce avant les rigueurs de l'hiver. Guillaume s'éveilla avec une détermination nouvelle. Il avait mal dormi, hanté par des rêves où Juliette lui reprochait silencieusement de ne pas savoir prendre soin de leur fils. Mais au réveil, sa résolution était intacte. Aujourd'hui, il emmènerait Théo au parc de la Tête d'Or. Il prépara un petit déjeuner plus élaboré que d'habitude. Des pancakes avec du sirop d'érable, des fruits frais, du chocolat chaud. Quand Théo descendit, toujours dans son pyjama bleu marine, ses yeux s'écarquillèrent légèrement devant ce festin inattendu. « J'ai pensé qu'on pourrait aller au parc aujourd'hui », annonça Guillaume, tentant de garder un ton léger. « Il fait beau. Ça nous ferait du bien de prendre l'air, non ?» Théo haussa les épaules, mais Guillaume nota qu'il mangeait un peu plus que d'habitude, picorant dans les fraises et prenant quelques bouchées de pancake. C'était un début, aussi minime soit-il. 1 heure plus tard, il franchissait les majestueuses portes dorées du parc de la Tête d'Or. Ce vaste espace vert au cœur de Lyon était un havre de paix pour les familles, un lieu où le temps semblait s'écouler différemment.
Guillaume sentit son cœur se serrer en passant devant le manège où Théo avait l'habitude de monter sur les chevaux de bois, Juliette le photographiant avec son téléphone riant aux éclats. « Tu veux faire un tour de manège » proposa-t-il. Théo secoua la tête, les yeux fixés sur ses chaussures. Guillaume ne pouvait s'empêcher de comparer ce garçon silencieux avec l'enfant exubérant qui, quelques mois plus tôt, aurait couru d'une attraction à l'autre débordant d'enthousiasme. Ils marchèrent jusqu'au grand lac qui occupait le centre du parc. Des familles louèrent des barques, des enfants lancèrent du pain aux canards malgré les panneaux d'interdiction. Guillaume trouva un banc libre face à l'eau et s'y installa. Théo prenant place à côté de lui, laissant un espace significatif entre eux. « Tu te souviens quand on avait fait du pédalo avec maman? Tu avais tellement ri quand elle avait éclaboussé cette dame qui passait en barque à côté de nous. » Pas de réaction, juste ce regard vide qui brisait le cœur de Guillaume chaque fois qu'il le croisait. Il soupira, se demandant si cette sortie n'était pas une erreur. Peut-être que raviver ses souvenirs était trop douloureux pour Théo. Peut-être qu'il aurait dû écouter le pédopsychiatre qui lui avait conseillé de créer de nouvelles traditions plutôt que de s'accrocher aux anciennes. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, un mouvement soudain attira son attention. Une petite fille d'environ 8 ans venait de s'asseoir sur le banc juste à côté de Théo. Elle avait des cheveux châtains et bourriffés, retenus en une queue de cheval désordonnée, et portait une robe à fleurs délavée sous un gilet trop grand pour elle. Ses chaussures étaient usées, mais son regard était vif, curieux, presque lumineux. « Bonjour », dit-elle simplement, fixant Théo avec intensité. Théo ne réagit pas, gardant les yeux rivés sur le lac. La petite fille ne sembla pas s'en formaliser. Elle se tourna vers Guillaume avec un sourire. « Votre fils ne parle pas beaucoup, non ?» Guillaume fut pris au dépourvu par cette franchise enfantine. « Non, pas beaucoup, » admit-il. « Il est triste, » dit-elle, comme une constatation. Pas une question, ça se voit dans ses yeux. Guillaume se sentit soudain mal à l'aise face à cette étrange petite fille qui semblait lire en eux comme dans un livre ouvert. « Et toi, tu es toute seule au parc ?» demanda-t-il, remarquant qu'aucun adulte ne semblait la surveiller. « Je viens souvent ici, » répondit-elle en haussant les épaules. « Les gens me donnent parfois des pièces quand je leur raconte des histoires. Aujourd'hui, j'ai eu assez pour m'acheter un pain au chocolat. Mais c'était il y a longtemps, et j'ai encore faim. » Elle dit cela sans apitoiement, comme un simple « fait ». Guillaume sentit son cœur se serrer. Cet enfant était visiblement dans le besoin, mais elle parlait avec une dignité étonnante pour son âge. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Élodie » répondit-elle. « Et lui ?» Elle pointa Théo du doigt. « Il s'appelle Théo. Et moi, c'est Guillaume. » Élodie hocha la tête, comme si elle enregistrait soigneusement ses informations. Puis, sans prévenir, elle se tourna vers Théo et déclara « Tu sais, mon papa et ma maman sont partis aussi. Ils ne reviendront pas. » Au début, je ne voulais plus parler à personne, mais après j'ai compris que ça ne servait à rien de rester silencieux. Ça ne les fait pas revenir. Guillaume se figea, stupéfait par l'audace de cet enfant qui abordait si directement ce sujet que lui-même évitait soigneusement avec son fils. Il s'apprêtait à intervenir, à protéger Théo de ses paroles potentiellement blessantes, quand il remarqua quelque chose d'extraordinaire. Théo avait tourné la tête et regardait Élodie. Pour la première fois depuis des mois, son fils manifestait un intérêt pour quelqu'un d'autre que lui-même. Encouragée par cette attention inattendue, Élodie continua. « J'ai une idée. Si j'arrive à te faire sourire, ton papa m'offre un sandwich, d'accord ?» Elle se tourna vers Guillaume, les yeux pleins d'espoir. Pris au dépourvu, il acquiesça, persuadé que le défi était impossible. Théo n'avait pas souri depuis l'accident, pas même quand son cousin Antoine avait fait le pitre lors de l'anniversaire de leur grand-mère, déclenchant l'hilarité générale. Élodie se leva d'un bond, se plaça devant Théo et commença une histoire improbable. Il était une fois une grenouille qui rêvait d'être une ballerine. Elle s'appelait Fripouille et elle était très déterminée. Guillaume observa fasciné cette petite fille qui se lançait dans un récit totalement improvisé, mimant les mouvements maladroits d'une grenouille, essayant de faire des pointes, imitant différentes voix pour les personnages qu'elle inventait au fur et à mesure. Elle trébucha volontairement, fit des grimaces absurdes, se contorsionna dans des positions improbables. Et alors, l'impensable se produisit. D'abord, ce ne fut qu'un léger tressaillement au coin des lèvres de Théo, puis, presque imperceptiblement,
Un sourire timide se dessina sur son visage. Et enfin, lorsqu'Élodie imita la grenouille essayant de faire un grand jeté et tombant dans une mare imaginaire avec un splash retentissant, Théo laissa échapper un petit rire. Un son bref, fragile, mais bien réel. Guillaume en eut le souffle coupé. Il n'avait pas entendu son fils rire depuis si longtemps qu'il avait presque oublié à quoi cela ressemblait. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'il essuya discrètement. Élodie, quant à elle, semblait ravie de son succès. Elle fit une révérence théâtrale devant son public conquis. « J'ai gagné », annonça-t-elle triomphalement en se tournant vers Guillaume. « Vous me devez un sandwich. »« Effectivement », acquiesça Guillaume, la voix légèrement tremblante d'émotion. « Tu as largement mérité ton sandwich, et même plus. Que dirais-tu d'un repas complet ?» Les yeux d'Élodie s'illuminèrent. « Vraiment? Avec un dessert aussi ?»« Avec tout ce que tu voudras, » promit Guillaume, prêt à offrir un festin royal à cet enfant qui venait d'accomplir ce miracle. Faire sourire son fils. Ils se dirigèrent vers un petit restaurant au bord du lac. Élodie marchait entre eux, bavardant, sans interruption, racontant comment elle avait appris à inventer des histoires en observant les gens dans le parc. Elle avait une imagination débordante et une façon de s'exprimer qui captivait même Théo, dont les yeux restaient fixés sur elle. Au restaurant, Élodie commanda un hamburger, des frites, une glace et un soda, comme si elle craignait de ne plus jamais avoir l'occasion de manger autant. Elle dévorait chaque bouchée avec une gratitude évidente, s'arrêtant parfois pour raconter une nouvelle anecdote ou poser une question à Théo. Et bien que celui-ci ne répondît pas verbalement, il la regardait, l'écoutait et parfois même hochait la tête. « Vous venez souvent au parc ?» demanda Élodie entre deux bouchées de frites. « Pas depuis un moment, » répondit Guillaume. « Mais je pense que nous reviendrons plus souvent maintenant. »« Je suis ici tous les jours, » dit Élodie, « sauf quand il pleut très fort. Dans ces cas-là, je vais à la bibliothèque. Il me laisse rester si je suis sage et silencieuse. » Cette remarque éveilla la curiosité de Guillaume. « Et tes parents, ils savent que tu passes tes journées toute seule au parc ?» Le visage d'Élodie s'assombrit légèrement. « Je vous l'ai dit, ils sont partis. Je vis chez ma tante, mais elle travaille beaucoup. Elle dit que je suis assez grande pour m'occuper de moi-même. » Guillaume fronça les sourcils, mais n'insista pas. Ce n'était ni le moment ni le lieu pour un interrogatoire. Pourtant, quelque chose dans cette situation le troublait profondément. Cette petite fille, si vive et intelligente, semblait livrée à elle-même d'une façon qui ne pouvait être normale. Après le repas, ils retournèrent au parc. Élodie proposa de montrer à Théo son endroit préféré, une petite clairière cachée derrière la roseraie où, selon elle, vivaient des fées. Théo accepta d'un hochement de tête, et pour la première fois depuis des mois, il prit la main que son père lui tendait alors qu'il suivait Élodie à travers les allées du parc. Arrivée dans la clairière, Élodie se mit à tournoyer, au milieu des feuilles mortes qui virevoltaient autour d'elle. « Les fées adorent danser, » expliqua-t-elle sérieusement. « Si on danse avec elles, parfois elles exaucent nos vœux. » Elle tendit la main vers Théo, l'invitant à la rejoindre. Guillaume retint son souffle, certain que son fils refuserait. Mais à sa grande surprise, Théo s'avança timidement et prit la main d'Élodie. Ensemble, ils tournoyèrent lentement au milieu des feuilles d'automne, créant un tableau d'une beauté poignante qui serra le cœur de Guillaume. L'après-midi s'écoula comme dans un rêve. Élodie entraîna Théo et Guillaume d'un bout à l'autre du parc, montrant ses cachettes secrètes, inventant des jeux, racontant des histoires fantastiques sur chaque statue, chaque arbre, chaque oiseau qu'ils croisaient. Et petit à petit, comme si un sortilège se dissipait, Théo semblait revenir à la vie. Il ne parlait toujours pas, mais son corps se détendait, ses yeux retrouvaient un peu de leur éclat d'antan. Lorsque le soleil commença à décliner, Guillaume réalisa qu'il était temps de rentrer. « Nous devons y aller, Théo, » dit-il doucement. « Mais nous reviendrons demain, si tu veux. » Théo hocha la tête, et ce simple geste, cette réponse claire à une question directe, était en soi une victoire. Guillaume se tourna vers Élodie. « Merci pour cette journée. Tu as un don avec les enfants. » Élodie sourit, mais son sourire avait quelque chose de mélancolique. « Je serai là demain aussi, » dit-elle. « J'y suis toujours. » Ta tante ne s'inquiète pas quand tu rentres tard ? Demanda Guillaume, ne pouvant s'empêcher de s'inquiéter pour cette enfant étrange et attachante. Elle rentre tard, elle aussi, répondit Élodie avec un haussement d'épaule. Parfois, elle n'est pas là quand
Je me couche ?» Cette réponse ne fit qu'accentuer le malaise de Guillaume. Il aurait voulu en savoir plus, peut-être même raccompagner Élodie chez elle pour rencontrer cette tante négligente, mais il sentit que ce serait franchir une ligne. Il se contenta donc de lui donner quelques euros pour demain et de lui faire promettre d'être prudente sur le chemin du retour. « À demain, Théo !» lança joyeusement Élodie en s'éloignant, sa silhouette menue se découpant dans la lumière dorée du soleil couchant. Sur le chemin du retour, Théo garda sa main dans celle de son père, un contact qu'il avait rejeté pendant des mois. Et, juste avant de monter dans la voiture, il se tourna vers Guillaume et murmura si bas que ce fut presque inaudible. « Merci, papa. » Ces deux mots, simples et pourtant si puissants, firent monter les larmes aux yeux de Guillaume. Pour la première fois depuis l'accident, il sentait une lueur d'espoir. Et tout cela grâce à une petite fille aux vêtements usés et au sourire lumineux qui avait surgi de nulle part dans leur vie brisée. Cette nuit-là, Guillaume eut du mal à trouver le sommeil. Allongé dans son lit, les yeux grands ouverts, dans l'obscurité, il rejouait les événements de la journée dans son esprit. Le rire de Théo résonnait encore à ses oreilles, comme un écho lointain d'un bonheur qu'il croyait à jamais perdu. Et puis il y avait Élodie, cette enfant singulière qui avait surgi dans leur vie comme un rayon de soleil à travers les nuages. Qui était-elle vraiment? D'où venait-elle? Pourquoi semblait-elle si seule, si livrée à elle-même? Le lendemain matin, Théo fut le premier levé, un fait si inhabituel que Guillaume en fut momentanément désorienté. Lorsqu'il descendit à la cuisine, il trouva son fils déjà habillé, assis à table, l'air expectatif. « Bonjour, mon grand, » dit Guillaume, encore surpris par ce changement. « Tu as bien dormi ?» Théo hocha la tête, puis demanda d'une voix encore hésitante. « On va au parc aujourd'hui. » Ces mots, simples et pourtant si extraordinaires après des mois de silence, firent l'effet d'une décharge électrique à Guillaume. Il s'efforça de ne pas montrer son émotion, craignant que Théo ne se referme à nouveau s'il faisait trop grand cas de ce progrès. « Bien sûr, » répondit-il en préparant le petit déjeuner. « Tu veux revoir Élodie ?» Nouveau hochement de tête, plus vigoureux cette fois. Il y avait presque de l'impatience dans les gestes de Théo, comme si les heures qui les séparèrent de leur retour au parc étaient un obstacle insupportable. Ils arrivèrent au parc de la Tête d'Or en fin de matinée, sous un ciel partiellement nuageux qui annonçait peut-être de la pluie pour plus tard. Guillaume se demanda si Élodie serait là, si la rencontre de la veille n'avait pas été qu'une heureuse coïncidence qui ne se reproduirait pas. Théo, lui, ne semblait pas avoir de tels doutes. Il marchait d'un pas décidé vers la clairière près de la roseraie, comme s'il savait avec certitude qu'Élodie les y attendait. Et effectivement, elle était là, assise sur un banc, les jambes se balançant dans le vide, vêtue du même gilet trop grand et d'un jean usé aux genoux. Quand elle les aperçut, son visage s'illumina d'un sourire qui semblait éclairer tout l'espace autour d'elle. « Vous êtes venus » s'exclama-t-elle en sautant du banc pour courir vers eux. « J'étais sûr que vous viendriez, mais j'avais un peu peur quand même. » Théo lui rendit son sourire, un geste qui paraissait maintenant presque naturel, comme si les muscles de son visage se souvenaient soudain comment former cette expression trop longtemps oubliée. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui » demanda Élodie, débordante d'énergie. « On pourrait aller voir les girafes, ou faire un tour en petit train, ou chercher des trésors cachés. » Des trésors s'enquit Théo, intrigué par cette dernière proposition. « Oui, je cache parfois des petites choses dans le parc et je les retrouve plus tard. Comme un jeu. Je pourrais vous montrer mes cachettes secrètes. » La journée passa à une vitesse vertigineuse, rythmée par l'enthousiasme contagieux d'Élodie. Elle entraîna Théo dans une chasse aux trésors imaginaires à travers le parc, inventant des indices, créant une histoire complexe autour de chaque découverte. Un caillou brillant, une plume, une feuille particulièrement colorée. Guillaume les suivait, observant avec émerveillement son fils qui, pour la première fois depuis des mois, semblait être à nouveau un enfant de 6 ans, courant, s'émerveillant, posant des questions. Ils déjeunèrent ensemble dans le même petit restaurant que la veille, Élodie commandant à nouveau un repas copieux qu'elle dévora avec le même appétit. Sa Guillaume ne put s'empêcher de remarquer que ses vêtements, bien que propres, étaient vraiment usés, et que ses chaussures commençaient à se décoller à l'avant. « Élodie » demanda-t-il doucement, pendant que Théo était distrait par un groupe de musiciens qui jouaient à proximité.
Ta tante, elle s'occupe bien de toi. Le visage d'Élodie se ferma légèrement. Elle est très occupée, répondit-elle évasivement. Mais c'est mieux que l'endroit où j'étais avant. Et où étais-tu avant? Dans une grande maison avec beaucoup d'autres enfants. Je n'aimais pas ça. On changeait souvent de chambre, et les adultes changeaient aussi. Guillaume sentit son cœur se serrer. Il commençait à comprendre. Cet enfant avait probablement été dans le système de l'aide sociale à l'enfance, passant d'un foyer à un autre. Et cette tante dont elle parlait, était-ce vraiment une parente ou une famille d'accueil? Et si c'était le cas, comment? Pouvait-on laisser une enfant de 8 ans livrée à elle-même toute la journée dans un parc public? Il aurait voulu poser plus de questions, mais Théo revint à ce moment-là, et Élodie changea immédiatement de sujet, proposant d'aller nourrir les canards avec le reste de leur pain. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Chaque après-midi après l'école, Guillaume emmenait Théo au parc où Élodie les attendait invariablement. Le week-end, ils y passaient des journées entières. Théo parlait de plus en plus, d'abord avec Élodie, puis progressivement avec son père également. Il recommençait à poser des questions, à s'intéresser au monde qui l'entourait. À l'école, Madame Leroy nota les progrès, s'étonnant de ce changement soudain. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle à Guillaume lors d'une réunion parents-professeurs. « Il y a encore 2 semaines, j'étais prête à vous recommander un suivi psychologique, et maintenant… » « Il a fait une rencontre, » répondit simplement Guillaume. « Une amie qui l'a aidé à revenir parmi nous. » Il ne donna pas plus de détails, gardant pour lui cette étrange amitié entre son fils et cette petite fille du parc. Comment expliquer que la personne qui avait réussi à briser la carapace de Théo n'était pas un professionnel de la santé mentale, ni un membre de la famille, mais une enfant apparemment abandonnée à elle-même? À mesure que les jours passaient, Guillaume en apprenait davantage sur Élodie par bribes, à travers des commentaires apparemment anodins qu'elle laissait échapper. Il comprit qu'elle n'allait pas régulièrement à l'école, que sa tante était en réalité une femme qui accueillait plusieurs enfants placés, et qu'Élodie était souvent livrée à elle-même du matin au soir. Elle se débrouillait pour trouver de quoi manger, parfois en racontant des histoires aux promeneurs du parc en échange de quelques pièces, parfois en se rendant dans des associations caritatives qui distribuaient des repas. Cette situation révoltait Guillaume, mais il ne savait pas comment intervenir, sans risquer de faire plus de mal que de bien. Si Élodie était effectivement dans le système de l'aide sociale à l'enfance, signaler sa situation pourrait simplement l'envoyer dans un autre foyer, peut-être pire encore, et briser le lien précieux qui s'était formé avec Théo. Un mercredi, après-midi, alors qu'ils étaient au parc, le ciel s'assombrit soudainement. De gros nuages noirs s'amoncelèrent, annonçant un orage imminent. Guillaume suggéra de rentrer avant que la pluie ne commence, mais Élodie semblait réticente. « Je n'aime pas la pluie, » dit-elle en regardant le ciel avec inquiétude. « Mes vêtements mettent longtemps à sécher quand ils sont mouillés. »« Tu n'as qu'à venir chez nous jusqu'à ce que l'orage passe, » proposa spontanément Théo, surprenant son père par cette initiative. Élodie hésita, regardant tour à tour Théo et Guillaume. « Je ne veux pas déranger. »« Tu ne déranges pas du tout, » assura Guillaume. « Au contraire, nous serions ravis de t'avoir à la maison. N'est-ce pas, Théo ?» Théo acquiesça vigoureusement, et Élodie finit par accepter avec un sourire reconnaissant. Ils quittèrent le parc juste à temps, les premières grosses gouttes commençant à tomber alors qu'ils atteignaient la voiture de Guillaume. La maison des Dufresne impressionna visiblement Élodie. Elle resta un moment sur le seuil, contemplant le vaste hall d'entrée avec ses hauts plafonds et son escalier en bois massif. « C'est comme un château, » murmura-t-elle, intimidée. « C'est juste une maison, » répondit Théo en haussant les épaules, inconscient du privilège que représentait cette demeure bourgeoise des hauteurs de Lyon. L'orage éclata avec violence, transformant le jardin en un rideau d'eau. Élodie s'approcha de la fenêtre du salon, observant la pluie avec une expression indéchiffrable. « Je crois que je ne pourrai pas rentrer tout de suite, » dit-elle doucement. « Tu peux rester dîner avec nous, » proposa Guillaume. « Et si l'orage ne s'arrête pas, tu pourras même dormir ici. Nous avons plusieurs chambres d'amis. » Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. « Vraiment? Je pourrais dormir ici? »« Bien sûr. Je téléphonerai à ta tante pour la prévenir. » Un éclair de panique traversa le regard d'Élodie.
Non, je veux dire, ce n'est pas la peine, elle n'est pas là ce soir de toute façon. Elle travaille de nuit. » Guillaume fronça les sourcils, de plus en plus préoccupé par la situation de cet enfant, mais il décida de ne pas insister pour le moment. « Très bien. Dans ce cas, considère-toi notre invité. Pour la soirée. » Théo était ravi. Il entraîna Élodie dans sa chambre pour lui montrer ses jouets, ses livres, ses trésors d'enfant. Guillaume les entendait rire ensemble, un son qui réchauffait son cœur encore meurtri. Il prépara le dîner en écoutant leurs voix qui lui parvenèrent de l'étage, Théo expliquant avec animation le fonctionnement de sa console de jeu, Élodie s'exclamant d'admiration. Pendant le repas, Élodie mangea avec son appétit habituel, mais Guillaume remarqua qu'elle avait des manières étonnamment polies pour une enfant de son âge, remerciant pour chaque plat, complimentant sa cuisine, proposant même d'aider à débarrasser. « Où as-tu appris à être si bien élevée ?» demanda-t-il curieux. « Dans les livres, » répondit-elle simplement. « J'aime beaucoup lire. À la bibliothèque, ils me laissent rester aussi longtemps que je veux si je suis sage. » Après le dîner, Guillaume proposa un bain chaud à Élodie, qui accepta avec un enthousiasme non dissimulé. Il lui prêta un t-shirt de Théo en guise de pyjama et mit ses vêtements sales dans la machine à laver. Quand elle sortit de la salle de bain, les cheveux humides et le visage rose d'avoir été bien frottés, elle semblait transformée, plus jeune, plus vulnérable aussi. « Merci pour le bain, » dit-elle avec une politesse touchante. L'eau était vraiment chaude, c'était merveilleux. Cette remarque apparemment anodine serra le cœur de Guillaume. Cet enfant était visiblement peu habitué au confort basique d'un bain chaud. Que se passait-il dans ce foyer où elle était censée être prise en charge? L'orage continuait à gronder à l'extérieur, la pluie battant contre les fenêtres avec une intensité qui ne faiblissait pas. Il était clair qu'Élodie ne pourrait pas rentrer chez elle ce soir-là. Guillaume prépara la chambre d'amis, la plus proche de celle de Théo, y installant des draps frais et une couette moelleuse. Quand vint l'heure du coucher, Théo insista pour qu'Élodie choisisse l'histoire du soir. Elle sélectionna un livre de contes que Juliette avait l'habitude de lire à Théo, un recueil de légendes du monde entier magnifiquement illustré. Guillaume commença à lire, mais fut rapidement interrompu par Élodie qui proposa de prendre le relais. À sa grande surprise, elle lisait parfaitement, donnant vie aux personnages avec différentes voix, s'arrêtant au moment stratégique pour créer du suspense, exactement comme Juliette le faisait autrefois. Théo s'endormit rapidement, bercé par la voix douce d'Élodie et le bruit apaisant de la pluie. Guillaume la raccompagna jusqu'à la chambre d'amis, où elle s'arrêta sur le seuil, contemplant avec émerveillement le grand lit à baldaquin, les épais rideaux, le tapis moelleux. « C'est pour moi? Toute cette chambre ?» demanda-t-elle incrédule. « Oui, pour toi toute seule, » confirma Guillaume. « Tu y seras bien installée. » Élodie s'avança timidement dans la pièce, caressant du bout des doigts le couvre-lit en soie, comme si elle craignait de l'abîmer. Puis, elle se tourna vers Guillaume, son visage soudain sérieux. « Monsieur Guillaume, est-ce que vous êtes riche ?» La question, posée avec une franchise désarmante, prit Guillaume au dépourvu. « J'ai une bonne situation, oui. Pourquoi cette question ?»« Parce que vous avez une grande maison et beaucoup de choses belles et confortables. Et vous êtes gentil avec moi alors que vous ne me connaissez pas. » « La gentillesse n'a rien à voir avec l'argent, Élodie, » répondit doucement Guillaume. « Et puis, c'est toi qui as été gentille avec nous en premier. Tu as aidé Théo quand personne d'autre ne le pouvait. » Élodie sembla réfléchir à ces paroles, puis hocha la tête comme si elle acceptait cette explication. « Bonne nuit, monsieur Guillaume. Merci pour tout. »« Bonne nuit, Élodie. » Guillaume referma doucement la porte et resta un moment immobile dans le couloir, troublé par cette enfant étrange et attachante qui semblait avoir vécu bien plus que ses 8 ans. Il se promit de tirer cette histoire au clair, de comprendre qui était vraiment Élodie et pourquoi elle semblait si seule au monde. Cette nuit-là, allongé dans son lit, écoutant la pluie qui continuait à tomber sur le toit, Guillaume prit une décision. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les complications, il ne laisserait pas Élodie retourner à cette vie précaire et solitaire. Cet enfant qui avait ramené son fils à la vie méritait elle aussi une chance de connaître le bonheur d'un vrai foyer. Le lendemain matin, Guillaume s'éveilla avec les premiers rayons du soleil. L'orage de la veille avait laissé place à un ciel lavé, d'un bleu limpide.
Il se leva sans bruit et descendit à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, voulant faire plaisir à leurs 2 jeunes invités. À sa grande surprise, Élodie était déjà là, assise à la table de la cuisine, ses vêtements propres et secs, soigneusement pliés devant elle. Elle portait encore le t-shirt de Théo, bien trop grand pour elle, qui lui servait de chemise de nuit. « Bonjour, monsieur Guillaume, dit-elle poliment. J'ai trouvé mes vêtements dans la machine. Merci de les avoir lavés. »« Bonjour, Élodie. Tu es matinale, » répondit Guillaume en commençant à préparer du café. « Tu as bien dormi ?»« Oh oui, c'était le lit le plus confortable de toute ma vie, » affirma-t-elle avec conviction. Et il n'y avait pas de bruit. Chez ma tante, on entend toujours les voisins qui se disputent ou la télé qui est trop forte. Guillaume hocha la tête, notant mentalement ce nouveau détail sur les conditions de vie de la petite fille. « Tu aimes les crêpes ? Je pensais en faire pour le petit déjeuner. » Les yeux d'Élodie s'illuminèrent. « J'adore les crêpes. Je peux vous aider à les préparer ?»« Bien sûr. » Côte à côte, ils préparèrent la pâte à crêpes, Élodie suivant scrupuleusement les instructions de Guillaume. Elle maniait les ustensiles avec une dextérité surprenante pour son âge, pesant la farine avec précision, cassant les œufs sans répandre de coquilles, fouettant la préparation jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement lisse. « Tu cuisines souvent ?» demanda Guillaume, impressionné par son habileté. « Je me débrouille, » répondit-elle en haussant les épaules. « Chez ma tante, il faut savoir se faire à manger tout seul. Elle n'a pas toujours le temps. » Cette réponse ne fit qu'accentuer l'inquiétude de Guillaume. Une enfant de 8 ans ne devrait pas avoir à se préparer ses repas seule. Il s'apprêtait à poser une autre question quand Théo apparut dans l'encadrement de la porte, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés. « Élodie, tu es encore là !» s'exclama-t-il avec un enthousiasme qui réchauffa le cœur de Guillaume. « On fait des crêpes !» annonça fièrement Élodie. « Tu veux nous aider ?» Théo se joignit à eux avec empressement. Et bientôt la cuisine fut remplie de rires et de bavardages, alors que les 3 s'affairaient autour de la cuisinière. Guillaume observait la scène avec un mélange de joie et de mélancolie. C'était la première fois depuis l'accident que la maison résonnait ainsi de bruits joyeux. Juliette aurait aimé voir ça, pensa-t-il. Elle aurait adoré Élodie. Après, le petit déjeuner, vint le moment délicat où Guillaume devait ramener Élodie chez elle. La petite fille semblait réticente, traînant les pieds, inventant diverses raisons pour retarder le départ. « Tu sais, Élodie, » dit doucement Guillaume, « tu peux revenir quand tu veux. Notre maison t'est ouverte. »« Vraiment ?» demanda-t-elle, le visage soudain illuminé d'espoir. « Vraiment, tu es toujours la bienvenue ici. »« Tu pourrais venir dormir à la maison tous les week-ends, » proposa Théo avec enthousiasme. « On pourrait regarder des films et jouer à des jeux vidéo toute la nuit. » Guillaume sourit face à cette exubérance retrouvée de son fils. « Peut-être pas toute la nuit, mais l'idée des week-ends me semble bonne. Qu'en penses-tu, Élodie ? » « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle doucement. « Mais il faudra demander à ma tante. »« Bien sûr. D'ailleurs, j'aimerais la rencontrer. »« Je pourrais peut-être lui parler aujourd'hui quand nous te ramènerons. » Une ombre passa sur le visage d'Élodie. « Je ne sais pas si elle sera là, elle travaille beaucoup. »« Alors nous essaierons une autre fois, » concéda Guillaume, ne voulant pas la mettre mal à l'aise. « Mais j'aimerais vraiment la rencontrer, pour lui dire à quel point tu es une petite fille extraordinaire. » Ces paroles firent rougir Élodie, qui baissa les yeux, visiblement peu habituée aux compliments. Ils montèrent en voiture, Théo insistant pour qu'Élodie s'asseye à côté, de lui à l'arrière. La petite fille donna une adresse dans le quartier de la Guillotière, une zone populaire de Lyon, loin des hauteurs bourgeoises de la Croix-Rousse où vivaient les Dufresne. À mesure qu'ils s'approchèrent de leur destination, l'environnement changeait. Les belles façades haussmanniennes laissèrent place à des immeubles plus modestes, certains visiblement mal entretenus. Élodie les guida jusqu'à un petit immeuble défraîchi, sa façade grise marquée par les ans et la pollution. « C'est ici, » dit-elle en indiquant le bâtiment. « Appartement 3B. » Guillaume se gara et proposa de l'accompagner jusqu'à la porte. Élodie hésita, puis accepta avec réticence. Théo voulut venir aussi, curieux de voir où vivait sa nouvelle amie. L'entrée de l'immeuble n'était pas verrouillée, la porte s'ouvrant dans un grincement lugubre. L'intérieur était sombre, l'ampoule du hall ayant visiblement grillé depuis longtemps. Une odeur de renfermé et de cuisine trop épicée flottait dans l'air. Guillaume sentit Théo se rapprocher, instinctivement de lui, alors
qu'ils montèrent l'escalier étroit aux marches inégales. Arrivés au 3e étage, Élodie les conduisit devant une porte dont la peinture s'écaillait. Elle sortit une clé attachée à un cordon qu'elle portait autour du cou, dissimulée sous ses vêtements. « Ma tante n'est pas là », annonça-t-elle après avoir écouté à la porte. « Elle doit être au travail. » Elle ouvrit la porte et les invita à entrer avec une hésitation évidente. L'appartement était petit, sombre et encombré. Des vêtements traînaient sur le canapé défoncé. Des assiettes sales s'empilaient dans l'évier de la kitchenette. Une odeur de cigarette froide imprégnait les lieux. « C'est là que tu vis ?» demanda Théo, incapable de cacher sa surprise. Élodie haussa les épaules, soudain sur la défensive. « C'est mieux que l'endroit d'avant. » Guillaume observait les lieux, le cœur serré. Sur une table basse, des bouteilles d'alcool vides côtoyaient un cendrier débordant de mégots. Aucune photo, aucun dessin d'enfant, aucun livre ne venait humaniser cet espace. Rien n'indiquait qu'une petite fille vivait ici. « Où est ta chambre, Élodie ?» demanda-t-il doucement. Elle le conduisit vers un recoin de la pièce principale, séparé du reste par un paravent élimé. Derrière se trouvait un matelas posé à même le sol, couvert d'une couverture mince. Une petite caisse en bois servait de table de nuit, sur laquelle étaient soigneusement rangés quelques livres usés et un ours en peluche défraîchi. Ce spectacle acheva de convaincre Guillaume. Cette situation était inacceptable. Aucun enfant ne devrait vivre dans de telles conditions, certainement pas cette petite fille intelligente et sensible qui avait ramené la joie dans leur maison. « Élodie, » dit-il en s'accroupissant pour être à sa hauteur, « serais-tu d'accord pour venir passer quelques jours chez nous, le temps que je parle avec ta tante ?» Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. « Vraiment, je pourrais ?»« Si tu le souhaites, oui. Tu pourrais aller à l'école avec Théo et rester avec nous jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure solution. »« Oui, » s'exclama Théo enthousiaste. « Ce serait comme avoir une sœur. » Élodie sembla réfléchir intensément, son petit visage plissé par la concentration. « Ma tante ne sera pas contente, » dit-elle finalement. « Elle dit qu'elle a besoin de l'argent que les services sociaux lui donnent pour moi. » Cette révélation confirma les soupçons de Guillaume. La tante n'était probablement qu'une famille d'accueil et pas des plus scrupuleuses. Elle recevait manifestement une allocation pour s'occuper d'Élodie, argent qui ne semblait pas être utilisé pour le bien-être de l'enfant. « Ne t'inquiète pas pour ça, » assura Guillaume. « Je parlerai avec les personnes qu'il faut. L'important, c'est ce qui est le mieux pour toi. » Élodie hocha lentement la tête, puis se dirigea vers son coin de chambre. Elle rassembla rapidement ses maigres possessions dans un sac à dos usé. Quelques vêtements, ses livres, son ours en peluche. La rapidité avec laquelle elle était prête à partir, l'absence totale d'hésitation, en disait long sur sa vie. Sur le chemin du retour, Théo bavardait avec animation, énumérant tout ce qu'ils pourraient faire ensemble. Jouer à des jeux, regarder des films, construire une cabane dans le jardin. Élodie l'écoutait avec un sourire, mais Guillaume la voyait jeter des regards anxieux par la fenêtre, comme si elle craignait qu'on ne les suive. De retour à la maison, la première chose que fit Guillaume fut d'appeler Marc, son associé, qui était également avocat de formation. Il lui expliqua brièvement la situation, omettant les détails les plus personnels concernant Théo. « Je veux aider cet enfant, Marc. Elle vit dans des conditions inacceptables. Guillaume, je comprends ton élan de générosité, mais tu ne peux pas simplement prendre un enfant comme ça, même avec les meilleures intentions du monde. Il y a des procédures, des lois. Je sais. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Je veux faire les choses correctement. » Après une longue discussion, Marc accepta de se renseigner sur la situation d'Élodie auprès des services sociaux et de conseiller Guillaume sur la marche à suivre. En attendant, il suggéra de contacter la tante pour lui expliquer qu'Élodie séjournerait quelques jours chez les Dufresne avec son accord. Guillaume appela le numéro qu'Élodie lui avait donné, mais personne ne répondit. Il laissa un message expliquant brièvement la situation et demandant à être rappelé. Intérieurement, il doutait de recevoir un retour. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Élodie s'installa dans la chambre d'amis, qui devint officiellement sa chambre. Guillaume l'inscrivit temporairement à l'école Saint-Exupéry, dans la même classe que Théo, expliquant vaguement qu'elle était la fille d'amis de la famille qui séjournait chez eux pour quelque temps. La présence d'Élodie transforma complètement l'atmosphère de la maison Dufresne. Le silence oppressant qui y régnait depuis l'accident
fit place à des rires, des conversations, des jeux. Théo s'épanouissait de jour en jour, retrouvant l'enfant joyeux et curieux qu'il avait été. Il suivait Élodie comme son ombre, l'introduisant fièrement à ses camarades de classe, lui montrant ses jouets, ses livres, ses endroits préférés dans le quartier. Élodie, de son côté, s'adaptait avec une facilité surprenante à sa nouvelle vie. Elle était toujours polie, reconnaissante pour chaque petit confort, chaque attention. Elle aidait spontanément aux tâches ménagères, rangeait méticuleusement sa chambre, s'appliquait à l'école. Les enseignants ne tarissaient pas d'éloges sur cette nouvelle élève vive et intelligente qui rattrapait avec une rapidité étonnante son retard scolaire. Guillaume observait cette transformation avec un mélange de joie et d'inquiétude. Joie de voir son fils renaître, inquiétude quant à l'avenir. Car malgré tous ses efforts, la situation restait précaire. La tante n'avait jamais rappelé. Marc avait commencé les démarches pour comprendre le statut exact d'Élodie dans le système de protection de l'enfance, mais se heurtait à la lenteur administrative et à la réticence des services sociaux à partager des informations. Un soir, alors que les enfants étaient couchés, Marc vint rendre visite à Guillaume pour lui faire part de ses découvertes. « J'ai réussi à avoir quelques informations », dit-il, en acceptant le verre de vin que lui tendait son ami. Élodie, Fournier est effectivement sous la tutelle de l'aide sociale à l'enfance. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture il y a 3 ans. Guillaume ferma brièvement les yeux, touché par ce parallèle avec la propre histoire de Théo, et cette femme qu'elle appelle sa tante. Martine Dubois, une famille d'accueil agréée, bien que plusieurs signalements aient été faits concernant les conditions de vie dans son foyer. Elle accueille actuellement 3 autres enfants, tous plus âgés qu'Élodie. Comment peut-on laisser des enfants dans de telles conditions, s'indigna Guillaume. Cet appartement est insalubre, et cette femme laisse Élodie errer seule toute la journée dans un parc public. Marc soupira. Le système est débordé, Guillaume. Il y a trop d'enfants à placer, pas assez de familles d'accueil. Les assistants sociaux croulent sous les dossiers. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la réalité. Que pouvons-nous faire? Je veux aider Élodie. Je ne peux pas la renvoyer là-bas. J'ai parlé à une amie qui travaille dans les services de protection de l'enfance. Elle suggère que tu demandes un agrément temporaire comme famille d'accueil. Étant donné ta situation, père célibataire, profession stable, maison spacieuse, et le lien déjà établi entre Élodie et Théo, tu as de bonnes chances de l'obtenir. Et ensuite, si tout se passe bien, tu pourrais envisager une adoption. Mais c'est un long processus, Guillaume. Il faut être patient. Guillaume hocha la tête, déterminé. Je ferai ce qu'il faut. Cette petite fille mérite une vraie famille, un vrai foyer. Je sais que tes intentions sont bonnes, dit doucement Marc. Mais es-tu sûr d'être prêt pour ça? Tu es encore en deuil, Guillaume. Prendre la responsabilité d'un autre enfant, surtout un enfant qui a vécu des traumatismes. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose, affirma Guillaume avec conviction. Élodie a ramené la vie dans cette maison. Elle a fait sourire Théo à nouveau. Comment pourrais-je lui tourner le dos? Marc observa son ami, reconnaissant dans ses yeux une détermination qu'il n'y avait pas vue depuis longtemps. Très bien, je t'aiderai à constituer le dossier. Nous commencerons dès demain. Cette nuit-là, avant de se coucher, Guillaume passa devant la chambre d'Élodie et entendit des murmures. Il s'approcha doucement et entr'ouvrit la porte. Théo était assis au bord du lit d'Élodie et les 2 enfants chuchotaient dans la pénombre, leurs silhouettes à peine éclairées par la veilleuse en forme d'étoile. « Et puis on pourrait avoir un chien », disait Théo avec enthousiasme. « Papa a toujours dit qu'on en aurait un quand je serais plus grand. »« J'ai jamais eu d'animal, » répondit Élodie. « Ça doit être chouette d'avoir un chien. On lui apprendrait plein de tours et on le promènerait tous les jours dans le parc. Tu crois vraiment que je pourrais rester pour toujours ?» La voix d'Élodie contenait tant d'espoir et de vulnérabilité que Guillaume sentit son cœur se serrer. Théo n'hésita pas une seconde. « Bien sûr, papa me l'a promis. Il a dit qu'il ferait tout pour que tu restes avec nous. J'aimerais... » « Bien, » murmura Élodie, « j'aimerais bien que vous soyez ma famille. » Guillaume s'éloigna sans bruit, les yeux humides. Dans sa tête, une décision se cristallisait, plus forte que jamais. Quelles que soient les difficultés, les obstacles administratifs, les préjugés à surmonter, il ferait tout pour que cette petite fille trouve enfin le foyer stable et aimant qu'elle méritait.
non pas par charité ou par reconnaissance pour ce qu'elle avait fait pour Théo, mais parce qu'en quelques jours à peine, Élodie avait pris une place essentielle dans leur vie, comblant un vide qu'ils ne savaient même pas avoir avant de la rencontrer. Les semaines suivantes se déroulèrent dans un tourbillon d'activités administratives, de visites d'assistants sociaux et de réunions avec des fonctionnaires. Guillaume découvrait la complexité du système de protection de l'enfance, ses règles rigides, ses procédures interminables. Heureusement, Marc était à ses côtés, le guidant dans ce labyrinthe bureaucratique, avec patience et détermination. Parallèlement à ces démarches, la vie quotidienne suivait son cours. Élodie s'intégrait parfaitement dans leur foyer, comme si elle y avait toujours eu sa place. Chaque jour apportait son lot de petites joies, de découvertes, de moments de complicité. Guillaume s'émerveillait de la facilité avec laquelle cet enfant s'adaptait à sa nouvelle vie, de sa capacité à savourer chaque petite chose comme un trésor inestimable. Un matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, il surprit Élodie en train de caresser doucement le cadre d'une photo de Juliette, posée sur le buffet du salon. La petite fille ne l'avait pas entendu approcher, et son visage affichait une expression de tendresse mêlée de mélancolie qui le toucha profondément. « C'était la maman de Théo », dit-il doucement, faisant sursauter Élodie qui retira vivement sa main du cadre. « Pardon, dit-elle précipitamment, je ne voulais pas. Tu n'as rien fait de mal, la rassura Guillaume en s'approchant. C'est normal d'être curieuse. » Élodie regarda à nouveau la photo, puis Guillaume. Elle était très belle. Oui, elle l'était. Théo lui ressemble. Il a ses yeux, acquiesça Guillaume, et son sourire aussi. Un silence s'installa, pas inconfortable, mais chargé d'émotions contenues. Puis Élodie demanda, presque en chuchotant, « Elle vous manque beaucoup, n'est-ce pas ?» La question, si directe et pourtant si pleine de délicatesse, prit Guillaume au dépourvu. Les adultes évitaient généralement ce sujet avec lui, par gêne ou par crainte de raviver sa douleur. Même Marc, son plus proche ami, n'abordait Juliette qu'avec précaution, comme si prononcer son nom risquait de briser quelque chose de fragile. « Oui, » répondit-il simplement. « Elle nous manque tous les jours. » Élodie hocha la tête comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Mes parents me manquent aussi. Parfois, j'ai peur d'oublier leur visage. C'est pour ça que je regarde souvent. »« Leur photo. Tu as une photo d'eux » demanda doucement Guillaume, réalisant qu'il n'avait jamais vu Élodie avec un tel objet. Elle hocha la tête et sortit de la poche de son jean un petit médaillon en argent terni. Elle l'ouvrit pour révéler une minuscule photo d'un couple souriant, lui grand et mince avec les mêmes yeux vifs qu'Élodie, elle plus petite avec des cheveux châtains et un sourire chaleureux. « C'est tout ce que j'ai pu garder », expliqua-t-elle. « Dans les foyers, les autres enfants volent parfois les affaires. Alors je le garde toujours avec moi. » Guillaume sentit son cœur se serrer à l'idée de cet enfant, s'accrochant désespérément au seul souvenir tangible de ses parents. « Nous pourrions faire agrandir cette photo et l'encadrer, si tu veux, » proposa-t-il. « Elle aurait sa place. Dans ta chambre. » Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. « Vraiment, vous feriez ça ? Bien sûr. Et nous pourrions acheter un cadre spécial, un beau cadre que tu choisirais toi-même. » Le sourire qui illumina le visage d'Élodie valait toutes les richesses du monde. Ce jour-là, après l'école, ils se rendirent dans une boutique du centre-ville où Élodie choisit méticuleusement un cadre en bois sculpté, simple mais élégant. La photo fut agrandie et imprimée sur du papier de qualité. Le soir même, le cadre trouva sa place sur la table de chevet dans la chambre d'Élodie. Cette conversation marqua un tournant dans la relation entre Guillaume et la petite fille. Une confiance nouvelle s'établit, plus profonde, nourrie par cette reconnaissance mutuelle de la douleur de l'absence. Élodie commença à se confier davantage, partageant des bribes de son passé, des souvenirs de ses parents, mais aussi des moments plus sombres de sa vie dans les foyers d'accueil. Un soir, alors qu'il l'abordait, elle lui parla de sa peur, la plus profonde. « Et si je dois repartir ?» demanda-t-elle, sa petite voix à peine audible dans la pénombre de la chambre. « Si les gens des services sociaux décident que je ne peux pas rester avec vous ?» Guillaume s'assit au bord du lit, cherchant ses mots. Il aurait voulu pouvoir lui promettre que cela n'arriverait jamais, mais il connaissait trop bien maintenant les aléas du système pour faire une promesse qu'il n'était pas certain de pouvoir tenir. « Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu puisses rester avec nous, » répondit-il finalement.
Marc aussi nous aide. Et tu sais quoi? Beaucoup de personnes sont de notre côté. Ton institutrice a écrit une très belle lettre expliquant combien tu t'épanouissais ici. Le pédopsychologue qui t'a rencontré a dit la même chose. Mais cette dame des services sociaux, Madame Perrin, elle n'a pas l'air de m'aimer beaucoup, objecta Élodie. Guillaume sourit malgré lui. Claudine Perrin, l'assistante sociale chargée du dossier d'Élodie, était en effet une femme austère et peu démonstrative. Mais sous ses dehors rigides, il avait décelé une profonde préoccupation pour le bien-être des enfants dont elle avait la charge. Madame Perrin a vu beaucoup d'enfants souffrir dans sa carrière, expliqua-t-il. Elle veut être absolument certaine que tu seras heureuse ici, que ce n'est pas juste temporaire. C'est pour ça qu'elle pose tant de questions sur votre femme? Demanda innocemment Élodie. Elle m'a demandé si vous parliez souvent d'elle, si vous étiez triste. Cette révélation surprit Guillaume. Il ne savait pas que l'assistante sociale avait interrogé Élodie sur Juliette. Et qu'as-tu répondu? La vérité. Que parfois vous semblez triste quand vous regardez ces photos, mais que vous souriez aussi beaucoup maintenant. Et que Théo et moi on peut parler d'elle sans que ça vous mette en colère, pas comme certains adultes qui ne veulent jamais parler des gens qui sont partis. Guillaume sentit une vague d'émotion le submerger. Cet enfant de 8 ans avait une perception si juste, si nuancée des choses. « Tu as bien répondu, » dit-il doucement. « Et tu sais quoi? Quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions qui seront prises, tu auras toujours une place dans notre famille. Toujours. » Élodie tendit les bras et l'étreignit avec force, nichant son visage contre son épaule. Guillaume la serra contre lui, se promettant silencieusement de tout faire pour tenir cette promesse. Le processus d'agrément comme famille d'accueil avançait, mais plus lentement que Guillaume ne l'aurait souhaité. Chaque étape franchie semblait en révéler une nouvelle, encore plus complexe. Les visites à domicile se succédaient, les entretiens, les évaluations psychologiques. Guillaume se pliait à toutes ces exigences sans se plaindre, comprenant leur nécessité, même s'il trouvait parfois le système excessivement méfiant. Un jour, alors qu'il rentrait d'une énième réunion avec les services sociaux, Guillaume trouva Madame Fournier, la gouvernante, visiblement troublée. « Monsieur Dufresne, il y a une femme qui est venue. Elle dit être la tante d'Élodie. Elle était très en colère. » Guillaume sentit son cœur s'accélérer. « Martine Dubois est venue ici? Quand? » « Il y a 1 heure environ. J'ai refusé de la laisser entrer, bien sûr. Les enfants sont à l'école. Mais elle a fait beaucoup de bruit, menaçant d'appeler la police, disant que vous aviez kidnappé sa nièce. Elle est partie? Oui, finalement, mais elle a dit qu'elle reviendrait avec les autorités. Guillaume appela immédiatement Marc pour l'informer de la situation. Son ami le rassura. Juridiquement, ils étaient dans leurs droits. Une demande officielle avait été déposée et les services sociaux avaient donné leur accord tacite pour qu'Élodie reste chez les Dufresne pendant l'évaluation de leur dossier. Martine Dubois avait été informée de la situation et n'avait manifesté aucun intérêt jusqu'à présent. Elle a probablement réalisé qu'elle ne recevait plus l'allocation pour Élodie, suggéra Marc. C'est l'argent qui la motive, pas le bien-être de l'enfant. Malgré ses assurances, Guillaume resta inquiet. Il décida d'aller chercher lui-même les enfants à l'école ce jour-là, craignant que Martine Dubois ne tente d'approcher Élodie. Ses craintes étaient fondées. Alors qu'il attendait devant l'école, il aperçut une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux teints en blond et à la silhouette massive, qui observait la sortie des classes avec insistance. Il reconnut Martine Dubois d'après la description. Que lui en avait fait Élodie? Guillaume s'approcha d'elle, déterminé à clarifier la situation. « Madame Dubois, je suis Guillaume Dufresne. » La femme se tourna vers lui, son visage sans pourprant de colère. « Vous, comment osez-vous prendre ma nièce sans permission? Je vais porter plainte pour enlèvement. » « Élodie n'est pas votre nièce, Madame Dubois, et vous le savez très bien, » répondit calmement Guillaume, s'efforçant de garder son sang-froid malgré la scène que la femme était en train de créer. « Elle était placée chez vous par l'ASE, et vous avez manifestement négligé vos responsabilités envers elle. » « C'est faux. Cette petite est une menteuse. Elle invente des histoires, elle manipule les gens. Elle a toujours fait. » Ça, Guillaume dut se retenir pour ne pas réagir plus vivement. L'idée que cette femme puisse calomnier ainsi Élodie le révoltait. Les services sociaux sont parfaitement au courant de la situation. Si vous avez des réclamations à faire, adressez-vous à eux. Maintenant, je vous demande de partir avant que les enfants ne sortent.
Vous perturbez déjà suffisamment la vie d'Élodie. » Martine Dubois le fusilla du regard. « Vous croyez que c'est fini? Vous, les riches. Vous pensez pouvoir tout acheter, même les enfants. Mais je ne me laisserai pas faire, j'ai des droits. » « Vos droits s'arrêtent là où commence le bien-être d'Élodie, » répliqua Guillaume, perdant patience. « Maintenant partez, ou je serai obligé d'appeler la sécurité de l'école. » La femme lui lança un dernier regard venimeux avant de tourner les talons et de s'éloigner à grands pas. Guillaume resta tendu jusqu'à ce qu'elle ait disparu au coin de la rue, puis se dirigea vers la sortie de l'école, où les enfants commençaient à apparaître. Théo et Élodie sortirent ensemble, bavardant joyeusement, leur cartable sur le dos. En voyant Guillaume, ils coururent vers lui avec des sourires identiques qui réchauffèrent son cœur, malgré l'incident qui venait de se produire. « Papa, on a eu un A tous les deux au contrôle de mathématiques, » annonça fièrement Théo. « C'est formidable, » les félicita Guillaume, s'efforçant de paraître détendu. « Ça mérite une récompense. Que diriez-vous d'une glace sur le chemin du retour ?» Les enfants accueillirent cette proposition avec enthousiasme, et bientôt l'incident avec Martine Dubois fut temporairement relégué au second plan dans l'esprit de Guillaume. Mais le soir, après avoir couché les enfants, il appela à nouveau Marc pour lui relater sa confrontation avec la prétendue tante d'Élodie. « Il faut absolument accélérer le processus, » insista-t-il. « Je ne veux pas qu'Élodie vive dans la peur que cette femme puisse la reprendre. »« Je vais faire tout mon possible, » promit Marc. « Mais en attendant, reste vigilant. Cette femme semble déterminée, et si c'est l'argent qui la motive, elle pourrait être capable de beaucoup de choses. » Les jours suivants, Guillaume fut sur ses gardes, s'assurant qu'Élodie n'était jamais seule, prévenant l'école de la situation. La petite fille, perspicace comme toujours, sentit que quelque chose n'allait pas. « C'est tante Martine, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle un soir, alors que Guillaume l'aidait à faire ses devoirs. « Elle est venue vous voir. » Guillaume hésita puis décida d'être honnête. « Oui, elle est venue à la maison pendant que vous étiez à l'école, et je l'ai croisée devant l'école l'autre jour. » Élodie pâlit visiblement. « Elle veut que je revienne ?»« Elle le prétend, oui, mais ne t'inquiète pas, elle ne peut pas te reprendre comme ça. Les services sociaux sont au courant de la situation et ils savent que tu es bien mieux ici. Mais si elle dit que je dois revenir, si elle convainc les gens importants... » Guillaume prit les mains d'Élodie dans les siennes, la regardant droit dans les yeux. « Écoute-moi bien, Élodie. Je ne laisserai personne t'emmener contre ton gré, personne. Je me battrai de toutes mes forces pour que tu puisses rester avec nous. Tu comprends ?» Élodie hocha la tête, mais son regard restait inquiet. Cette nuit-là et plusieurs nuits suivantes, elle fit des cauchemars, se réveillant en criant, terrorisée à l'idée d'être arrachée à sa nouvelle famille. Guillaume passait de longs moments à la rassurer, lui tenant la main jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Ces incidents ne firent que renforcer sa détermination. Plus que jamais, il était résolu à offrir à Élodie la stabilité et la sécurité dont elle avait besoin. Un soir, après une journée particulièrement difficile, où Élodie avait été convoquée pour un nouvel entretien avec les services sociaux, Guillaume prit une décision. Il attendit que les enfants soient couchés, puis monta au grenier. Là, dans une malle qu'il n'avait pas ouverte depuis l'accident, se trouvaient les affaires personnelles de Juliette, qu'il n'avait pas eu le courage de trier. Avec des gestes lents, presque rituels, il ouvrit la malle et commença à examiner son contenu, des vêtements soigneusement pliés, des livres, des albums photos, des bijoux. Au fond de la malle, il trouva ce qu'il cherchait, une petite boîte en velours contenant les bijoux de famille de Juliette. Il l'ouvrit et en sortit un anneau d'or simple orné d'une petite pierre bleue. C'était la bague que la grand-mère de Juliette lui avait offerte pour ses 16 ans et que Juliette chérissait particulièrement. Guillaume contempla longuement ce bijou, sentant les larmes lui monter aux yeux. Puis, doucement, il referma la boîte et redescendit. Il savait maintenant exactement ce qu'il allait faire. Le lendemain, Guillaume se rendit à son cabinet d'architecture plus tôt que d'habitude. Il avait prévenu Madame Fournier qu'il serait absent toute la matinée pour des rendez-vous importants, lui demandant de veiller particulièrement sur les enfants. La confrontation avec Martine Dubois l'avait rendu prudent, presque paranoïaque. Sa première visite fut pour Marc, qu'il trouva déjà plongé dans ses dossiers malgré l'heure matinale. Son ami leva un sourcil surpris en le voyant entrer. Guillaume,
Je ne t'attendais pas si tôt. Il y a un problème avec Élodie? Non, pas directement, répondit Guillaume en prenant place face à lui. J'ai pris une décision, Marc. Je veux adopter Élodie. Pas seulement devenir sa famille d'accueil, mais l'adopter légalement, définitivement. Marc posa son stylo et observa son ami avec attention. Tu es sûr? L'adoption est un engagement encore plus grand et le processus est long et complexe. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose, affirma Guillaume avec conviction. Cette petite fille fait partie de notre famille maintenant. Théo la considère déjà comme sa sœur et moi aussi je l'aime comme ma fille. C'était la première fois qu'il exprimait ce sentiment à voix haute et l'émotion le submergea momentanément. Marc attendit patiemment qu'il reprenne contenance puis hocha la tête. Je comprends. Et je t'aiderai, bien sûr. Mais tu dois savoir que le chemin sera difficile. Les tribunaux préfèrent généralement maintenir les liens biologiques ou retrouver la famille élargie de l'enfant avant d'envisager une adoption par des étrangers. Élodie n'a plus de famille, rappela doucement Guillaume. Ses parents sont décédés, et d'après les informations que tu as recueillies, il n'y a pas de grands-parents ni d'oncles ou tantes qui se soient manifestés. C'est vrai, cela joue en notre faveur, mais il y a aussi la question de ta situation personnelle. Guillaume comprit immédiatement à quoi son ami faisait allusion. Tu parles du fait que je suis veuf? Que je suis un homme célibataire? Demandant à adopter une petite fille. Marc grimaça légèrement. Les préjugés existent toujours, malheureusement. Certains juges pourraient considérer qu'une enfant a besoin d'une figure maternelle. Élodie a vécu assez longtemps sans figure paternelle, rétorqua Guillaume, sentant la colère monter en lui. Ce dont elle a besoin, c'est d'une famille, stable et aimante. Et c'est exactement ce que nous lui offrons, Théo et moi. Je suis entièrement d'accord, l'apaisa Marc. Et je défendrai cette position avec toute mon énergie. Je voulais simplement que tu sois préparé aux objections que nous pourrions rencontrer. Ils passèrent l'heure suivante à discuter de la stratégie à adopter, des documents à rassembler, des démarches à entreprendre. Marc, toujours méticuleux, établit un plan d'action détaillé, identifiant les alliés potentiels, les obstacles prévisibles. La première étape sera d'obtenir l'agrément comme famille d'accueil, expliqua-t-il. Cela devrait être finalisé dans les prochaines semaines, si tout va bien. Ensuite, nous pourrons déposer une demande formelle d'adoption. Parallèlement, il faudra convaincre Claudine Perrin de soutenir notre démarche. Son avis aura beaucoup de poids. Guillaume quitta le bureau de Marc avec un dossier épais sous le bras et une détermination renouvelée. Sa deuxième visite de la matinée le conduisit dans un quartier élégant du centre de Lyon, devant la vitrine d'une bijouterie réputée. La bague de la grand-mère de Juliette, bien que chargée de valeurs sentimentales, était trop grande pour le doigt fin d'une enfant de 8 ans. Guillaume avait donc pris rendez-vous avec un joaillier pour faire ajuster le bijou. Le bijoutier, un homme âgé aux mains expertes, examina la bague avec respect. « C'est un très beau travail d'époque. » Commenta-t-il. « La pierre est un saphir de bonne qualité. Vous souhaitez l'adapter pour une enfant, m'avez-vous dit? »« Oui, » confirma Guillaume. « Ma fille a 8 ans. La bague appartenait à sa grand-mère. » Le mot « fille » avait franchi ses lèvres naturellement, sans hésitation. Le bijoutier sourit, ne relevant pas l'émotion visible sur le visage de son client. « Je peux réduire la taille sans altérer le design. Souhaitez-vous également faire graver quelque chose à l'intérieur » Guillaume n'avait pas pensé à cette possibilité, mais l'idée lui plut immédiatement. « Oui, s'il vous plaît. Pourriez-vous graver pour toujours l'une des nôtres ?»« Bien sûr, ce sera prêt dans 3 jours. » En sortant de la bijouterie, Guillaume se sentit étrangement léger, comme si une partie du poids qu'il portait depuis l'accident s'était enfin dissipée. Pour la première fois depuis longtemps, il envisageait l'avenir avec espoir, presque avec impatience. Les jours suivants furent consacrés à la préparation d'une surprise pour Élodie. Guillaume avait décidé de transformer la chambre d'amis, où elle dormait provisoirement, en une véritable chambre d'enfant, personnalisée selon ses goûts. Avec l'aide de Théo, qui était ravi de participer au complot, il questionna subtilement Élodie sur ses couleurs préférées, ses animaux favoris, le style de mobilier qui lui plaisait. Le samedi, il envoya les enfants passer la journée chez ses beaux-parents, prétextant une réunion de travail urgente. En réalité, il avait rendez-vous avec des livreurs qui apportaient un lit neuf, une commode, un bureau et une bibliothèque. Il avait choisi des meubles dans les tons de bleu et de vert,
les couleurs qu'Élodie avait mentionnées, comme ses préférées. Des étagères furent installées pour accueillir des livres et des peluches. Un grand tapis moelleux, au motif marin, couvrait maintenant le parquet, rappelant l'amour d'Élodie pour la mer qu'elle n'avait pourtant vue qu'en images. Guillaume passa l'après-midi à tout mettre en place, accrochant des rideaux, disposant des coussins, arrangeant sur les étagères les quelques livres et jouets qu'Élodie avait accumulés depuis son arrivée. Il ajouta également plusieurs nouveaux livres, se souvenant de ceux qu'elle avait admirés lors de leur visite à la librairie la semaine précédente. Le dernier élément, et non des moindres, fut le cadre photo agrandi de ses parents, placé sur la table de chevet, et un second cadre contenant une photo récente de Théo, Élodie et Guillaume, prise lors d'une sortie au parc. Côte à côte, ces deux images racontaient une histoire, celle du passé qu'Élodie n'oublierait jamais, et celle du présent qu'elle était en train de construire avec eux. Lorsque les enfants rentrèrent en fin d'après-midi, Guillaume les attendait dans le salon, nerveux comme rarement il l'avait été. La bague, récupérée la veille chez le bijoutier, reposait dans son écrin au fond de sa poche. « J'ai une surprise pour vous deux », annonça-t-il, après avoir écouté le récit de leur journée chez leurs grands-parents. « Une surprise ?» s'exclama Théo, feignant l'ignorance avec un clin d'œil complice à son père. « Pour nous deux ?» demanda Élodie, intriguée. « Oui, suivez-moi. » Il les conduisit à l'étage, s'arrêtant devant la porte de la chambre d'Élodie. « Élodie, depuis que tu es arrivée dans notre maison, tu as apporté tellement de joie et de lumière dans nos vies. Théo et moi, nous voulions te montrer à quel point tu es importante pour nous. » Il ouvrit la porte, révélant la chambre transformée. Élodie resta figée sur le seuil, les yeux écarquillés, incapable de prononcer un mot. Elle fit quelques pas hésitants dans la pièce, touchant du bout des doigts les meubles neufs, les livres, les peluches, comme pour s'assurer qu'ils étaient bien réels. « C'est pour moi ? Vraiment ?» murmura-t-elle finalement, la voix tremblante d'émotion. « Vraiment, » confirma Guillaume. « Cette chambre est à toi, Élodie, pour aussi longtemps que tu voudras rester avec nous. »« Pour toujours ?» demanda-t-elle, et dans cette simple question se lisait toute la vulnérabilité d'une enfant qui avait trop souvent vu ses espoirs déçus. « Si c'est ce que tu souhaites, oui, pour toujours, » répondit Guillaume en s'agenouillant pour être à sa hauteur. Il sortit l'écrin de sa poche et l'ouvrit, révélant la bague de saphir. « En fait, Théo et moi, nous voulions te demander si tu accepterais de faire officiellement partie de notre famille. Pas seulement comme quelqu'un qui vit avec nous, mais comme ma fille et la sœur de Théo. » Les yeux d'Élodie s'emplirent de larmes alors qu'elle regardait tour à tour Guillaume, Théo et la bague. « Vous voulez m'adopter ?»« Pour de vrai ?»« Pour de vrai, » confirma Guillaume. « J'ai déjà commencé les démarches. Ça prendra du temps, il y aura des papiers à remplir, des gens à convaincre, mais si tu es d'accord, nous irons jusqu'au bout. »« Je suis d'accord !» s'exclama Élodie en se jetant dans ses bras. « Je suis tellement d'accord !» Guillaume la serra contre lui, sentant ses petites mains s'agripper à son cou comme si elle craignait qu'il ne s'envole. Théo se joignit à l'étreinte, formant un cercle parfait, une famille. « La bague était à ma maman », expliqua Théo lorsqu'ils se séparèrent enfin, et avant ça, à sa mamie. « Papa dit que maintenant elle est à toi, parce que tu fais partie de la famille. » Guillaume prit délicatement la main d'Élodie et glissa la bague à son doigt. Elle était parfaitement ajustée, comme si elle avait toujours été destinée à cette petite main. « J'ai fait graver quelque chose à l'intérieur, » dit-il doucement, « pour toujours l'une des nôtres. » Élodie contempla la bague, le visage illuminé d'un bonheur si pur, si complet, que Guillaume sentit son cœur se gonfler jusqu'à en être presque douloureux. Dans ses yeux d'enfant, il voyait non seulement de la joie, mais aussi quelque chose de plus profond, de l'espoir, de la confiance, le sentiment enfin d'appartenir à quelque part, à quelqu'un. « Je peux voir ma chambre, moi aussi ?» demanda Théo, rompant le charme du moment avec son enthousiasme enfantin. Élodie rit et l'entraîna à l'intérieur, lui montrant chaque détail, chaque trésor de ce nouvel espace qui lui appartenait vraiment. Guillaume les observait, le cœur débordant de tendresse. Il savait que le chemin vers l'adoption officielle serait semé d'embûches, mais en cet instant, il était convaincu que rien ne pourrait les empêcher d'avancer ensemble en famille. Cette conviction fut mise à l'épreuve dès le lundi suivant. Guillaume reçut un appel de Claudine Perrin, lui demandant de se présenter d'urgence à son bureau. Son ton grave ne présageait rien de bon.
« Monsieur Dufresne, commença-t-elle dès qu'il fut assis face à elle, nous avons un problème. Martine Dubois a déposé une plainte formelle contre vous, vous accusant d'avoir manipulé Élodie pour l'éloigner d'elle. Elle exige que l'enfant lui soit rendu immédiatement. » Guillaume sentit son sang se glacer. « C'est ridicule. Cette femme négligeait complètement Élodie. Elle la laissait errer seule dans un parc public toute la journée. »« Je suis au courant des circonstances, » répondit Claudine Perrin, son visage impassible, ne trahissant aucune émotion. « Mais Madame Dubois a un agrément en règle comme famille d'accueil, et Élodie lui avait été confiée légalement. Un agrément qu'elle ne mérite manifestement pas. Avez-vous vu dans quelles conditions Élodie vivait chez elle? Avez-vous parlé à Élodie de ce qu'elle a vécu là-bas » L'assistante sociale soupira, et pour la première fois Guillaume crut déceler une faille dans son armure professionnelle. « Oui, j'ai parlé longuement avec Élodie, et je dois admettre que son témoignage est préoccupant. Mais comprenez ma position, monsieur Dufresne. Je ne peux pas simplement ignorer une plainte formelle. Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Guillaume, s'efforçant de garder son calme malgré la panique qui montait en lui. « Normalement, je devrais ordonner le retour immédiat d'Élodie chez Madame Dubois, le temps que l'enquête suive son cours. » Guillaume se leva d'un bond. « C'est hors de question. Je ne laisserai pas cet enfant retourner dans cet environnement toxique. »« Laissez-moi finir, s'il vous plaît, » dit fermement Claudine Perrin. « J'ai dit « normalement », mais cette situation n'a rien de normal. Votre dossier pour devenir famille d'accueil est presque finalisé et tous les rapports sont extrêmement positifs. Élodie s'épanouit chez vous, c'est indéniable. Son institutrice rapporte des progrès remarquables, tant sur le plan scolaire que social. Et puis il y a ce lien particulier avec votre fils. » Elle s'interrompit, semblant peser soigneusement ses mots. « Donc, voilà ce que je propose. Élodie reste chez vous pour l'instant, sous ma responsabilité personnelle. Je vais accélérer le traitement de votre dossier d'agrément, et en parallèle, je lancerai une enquête approfondie sur les allégations de négligence concernant Madame Dubois. » Guillaume se rassit lentement, sentant un immense soulagement l'envahir. « Merci, dit-il simplement. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. »« Ne me remerciez pas trop vite, » avertit Claudine Perrin. « Martine Dubois ne va pas abandonner facilement, surtout si elle risque de perdre l'allocation qu'elle perçoit pour Élodie. Et puis... » Elle hésita à nouveau, et Guillaume comprit qu'elle s'apprêtait à aborder un sujet délicat. « Et puis... il y a la question de votre demande d'adoption, » poursuivit-elle. « J'ai été informé par mon supérieur que vous aviez entamé des démarches dans ce sens. »« C'est exact, » confirma Guillaume. « Je souhaite adopter Élodie. Elle fait déjà partie de notre famille, dans nos cœurs. Nous voulons simplement que cela devienne officiel. » Claudine Perrin l'observa longuement, son regard professionnel semblant sonder ses intentions, sa sincérité. « Monsieur Dufresne, je dois être franche avec vous. L'adoption est un processus encore plus complexe et rigoureux que l'agrément comme famille d'accueil. Étant donné votre situation, un homme veuf avec un jeune enfant, certains pourraient s'interroger sur votre capacité à élever seul 2 enfants, dont une petite fille, qui n'est pas biologiquement la vôtre. Je comprends ces préoccupations, » répondit calmement Guillaume. « Mais je ne suis pas vraiment seul. J'ai mes beaux-parents qui sont très présents, des amis proches qui nous soutiennent, une gouvernante qui connaît les enfants depuis toujours. Et surtout, j'ai l'amour et la détermination nécessaires pour offrir à Élodie tout ce dont elle a besoin. Stabilité, sécurité, affection, éducation. » Un léger sourire apparut sur les lèvres de l'assistante sociale, si bref que Guillaume crut l'avoir imaginé. « Eh bien, monsieur Dufresne, si vous défendez votre cause devant le juge avec la même conviction, je pense que vous avez de bonnes chances de l'emporter. » En quittant le bureau de Claudine Perrin, Guillaume sentit un mélange d'espoir et d'appréhension. La route serait encore longue, mais pour la première fois, il avait l'impression d'avoir une alliée au sein du système. Restait à protéger Élodie des manœuvres de Martine Dubois et à préparer les enfants aux turbulences qui ne manqueraient pas de survenir dans les semaines à venir. Ce soir-là, alors qu'il bordait, Élodie, dans sa nouvelle chambre, la petite fille lui montra fièrement la bague qu'elle n'avait pas quittée depuis la veille. « Quand je serai vraiment ta fille, est-ce que je m'appellerai Élodie Dufresne ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'espoir. « Si c'est ce que tu souhaites, oui, » répondit doucement Guillaume. « Mais tu sais,
même si les papiers prennent du temps, même si certaines personnes essaient de nous compliquer la tâche, dans mon cœur et celui de Théo, tu es déjà notre Élodie Dufresne. » La petite fille sourit et tendit les bras pour un câlin de bonne nuit. Alors qu'il éteignait la lumière, ne laissant que la douce lueur de la veilleuse, Guillaume se fit une promesse, silencieuse. Quels que soient les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin, il les affronterait. Pour Théo, pour Élodie et aussi pour lui-même, car cette petite fille, entrée dans leur vie par le plus grand des hasards, leur avait apporté ce qu'ils croyaient avoir perdu à jamais, l'espoir d'un bonheur familial retrouvé. Les mois qui suivirent furent un mélange de moments de pure joie et de périodes d'anxiété intense. La vie quotidienne de la famille Dufresne avait trouvé un nouvel équilibre, une harmonie qui semblait si naturelle qu'il était difficile d'imaginer qu'il en avait été autrement. Mais en parallèle de cette vie domestique sereine, une bataille administrative et juridique se déroulait, exigeant de Guillaume une énergie et une persévérance constantes. Comme Claudine Perrin l'avait prédit, Martine Dubois n'avait pas renoncé facilement. Elle avait multiplié les plaintes, les recours, allant jusqu'à se présenter un jour à l'école, créant une scène qui avait profondément perturbé Élodie. Suite à cet incident, Guillaume avait obtenu une ordonnance restrictive, interdisant à l'ancienne famille d'accueil d'approcher la petite fille. Cette victoire, bien que modeste, avait été la première d'une série qui, progressivement, consolidait leur position. L'agrément comme famille d'accueil avait finalement été accordé à Guillaume, après des semaines d'évaluation, d'entretien et de visites à domicile. Ce statut officiel leur offrait une première sécurité, garantissant qu'Élodie pourrait rester avec eux pendant que le processus d'adoption suivait son cours. Marc avait célébré cette nouvelle en organisant un dîner chez lui, levant son verre à la plus belle famille recomposée de Lyon. Élodie s'épanouissait de jour en jour. Son intelligence vive, que les années d'instabilité et de négligence n'avaient pas réussi à étouffer, se déployait maintenant pleinement. À l'école, elle excellait dans toutes les matières, particulièrement en français et en arts plastiques. Elle dévorait les livres que Guillaume lui rapportait de la librairie, discutant ensuite avec passion de ses histoires préférées. Sa créativité s'exprimait également dans les dessins et les peintures qu'elle réalisait et qui ornaient maintenant les murs de la maison. Théo, lui aussi, continuait sur sa lancée positive. Son mutisme d'après l'accident semblait appartenir à un passé lointain. Il était redevenu ce petit garçon bavard et énergique, toujours plein d'idées et de projets. La présence d'Élodie avait transformé sa solitude en complicité fraternelle. Ils se disputaient parfois comme tous les frères et sœurs, mais ces querelles étaient toujours brèves et se terminaient invariablement par des réconciliations touchantes. Guillaume observait cette transformation familiale avec un mélange d'émerveillement et de gratitude. Il y avait des moments, particulièrement le soir lorsque les enfants étaient couchés et que la maison retrouvait son calme, où il ressentait encore cruellement l'absence de Juliette. Il aurait tant voulu qu'elle puisse voir cette nouvelle configuration familiale, qu'elle puisse connaître Élodie. Parfois, il lui parlait dans le silence de leur chambre, lui racontant les progrès des enfants, les petites victoires du quotidien, comme si elle pouvait l'entendre. Mais ces moments de mélancolie étaient désormais contrebalancés par une joie authentique et une sérénité retrouvée. Guillaume avait même recommencé à dessiner, une passion qu'il avait délaissée après l'accident. Les enfants le rejoignaient parfois dans son atelier improvisé dans une partie du salon, et ils passaient des heures à créer ensemble, dans un silence confortable, seulement interrompu par des exclamations d'admiration mutuelle. Un samedi matin de printemps, alors que les cerisiers du jardin commençaient à se parer de fleurs roses, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Guillaume, qui préparait des crêpes pour le petit déjeuner sous la supervision enthousiaste des enfants, s'essuya les mains et alla ouvrir. Sur le seuil se tenait Claudine Perrin, son habituelle expression professionnelle légèrement adoucie par ce qui ressemblait à un sourire contenu. « Madame Perrin !» la salua Guillaume, surpris. « Nous n'attendions pas votre visite aujourd'hui. »« Je sais, monsieur Dufresne, j'espère ne pas vous déranger. J'ai des nouvelles que je préférais vous apporter en personne. » Guillaume sentit son cœur s'accélérer. Des nouvelles importantes, au point que l'assistante sociale se déplace un samedi matin, ne pouvaient être anodines. Il l'invita à entrer, essayant de décrypter son expression pour deviner s'il devait se préparer à une bonne ou une mauvaise surprise.
Les enfants, curieux, avaient quitté la cuisine pour voir qui était leur visiteur matinal. En apercevant Claudine Perrin, Élodie se figea légèrement. Malgré les mois passés, elle gardait une méfiance instinctive envers les représentants des services sociaux, trop habitués à ce que leur visite signifie des changements, rarement pour le meilleur. « Bonjour Élodie, bonjour Théo », les salua l'assistante sociale avec une chaleur inhabituelle. « Ça sent délicieusement bon ici. On fait des crêpes », annonça fièrement Théo. « Vous voulez goûter ?»« C'est très gentil, mais je ne vais pas rester longtemps », déclina-t-elle. Poliment. « Je dois juste parler à votre père. Pourquoi ne pas retourner à la cuisine pendant que nous discutons ?» Les enfants s'éloignèrent, non sans qu'Élodie ne jette un dernier regard inquiet vers Guillaume. Il lui adressa un sourire rassurant avant de conduire Claudine Perrin au salon. « Je vous écoute », dit-il dès qu'ils furent assis. « De quelle nouvelle s'agit-il » L'assistante sociale sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Guillaume. « Le juge a rendu sa décision concernant votre demande d'adoption. J'ai reçu la notification hier soir et j'ai pensé que vous préféreriez l'apprendre sans délai. » Guillaume prit l'enveloppe d'une main légèrement tremblante. Ces quelques feuilles de papier contenaient l'avenir d'Élodie, l'avenir de leur famille. Il l'ouvrit avec soin et commença à lire, son cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans toute la pièce. Au bout de quelques instants, il releva la tête, les yeux brillants d'émotion. « C'est accordé ? L'adoption est accordée ?» Claudine Perrin hocha la tête, un véritable sourire illuminant enfin son visage austère. « Oui, Monsieur Dufresne, toutes les conditions sont remplies. Élodie est officiellement et légalement votre fille. Félicitations. » Guillaume dut faire un effort conscient pour ne pas laisser échapper les larmes qui lui montaient aux yeux. « Je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. »« Ne me remerciez pas, » répondit-elle avec une sincérité qui la rendait soudain plus humaine, moins bureaucratique. « C'est vous qui avez fait tout le travail. Vous avez offert à cet enfant ce dont elle avait le plus besoin. Un foyer stable, de l'amour, une famille. Mon rôle n'a été que de m'assurer que c'était dans son meilleur intérêt, et cela ne fait aucun doute. Les enfants vont être fous de joie, dit Guillaume, imaginant déjà la réaction d'Élodie quand il lui annoncerait la nouvelle. Surtout, Élodie, elle attendait tellement ce moment. Je m'en doute. C'est pour cela que je tenais à vous l'annoncer en personne, même un samedi. Il y aura encore quelques formalités administratives, bien sûr, mais rien qui ne remette en question l'adoption. Élodie est désormais à tous égards Élodie Dufresne. Après le départ de Claudine Perrin, Guillaume resta un moment immobile dans le salon, l'enveloppe serrée contre lui comme un trésor inestimable. Il entendait les enfants dans la cuisine, leurs voix entremêlées dans une conversation animée, ponctuée d'éclats de rire. Le contraste avec le silence oppressant qui régnait dans cette maison quelques mois auparavant était saisissant. Il se dirigea vers la cuisine, le cœur débordant d'une émotion qu'il peinait à contenir. Théo et Élodie étaient en train de retourner des crêpes, leurs petits visages concentrés sur cette tâche délicate. « J'ai une nouvelle à vous annoncer », dit-il doucement, attirant leur attention. Les enfants se tournèrent vers lui, spatule, en main curieux. Élodie avait cet air légèrement anxieux qu'elle adoptait encore parfois quand elle sentait qu'une information importante allait être partagée. « Madame Perrin m'a apporté un document très important, » continua Guillaume, en s'agenouillant pour être à leur hauteur. « Un document qui dit qu'Élodie fait officiellement partie de notre famille. L'adoption est accordée. » Il y eut un moment de silence suspendu, puis le visage d'Élodie s'illumina d'une joie si pure, si complète, que Guillaume sentit son cœur se gonfler jusqu'à en être douloureux. La petite fille lâcha sa spatule et se jeta dans ses bras avec un cri de bonheur. Théo les rejoignit immédiatement, formant un câlin collectif au milieu de la cuisine embaumée de l'odeur des crêpes. « Ça veut dire que je suis vraiment ta fille maintenant ?» demanda Élodie, sa voix étouffée contre l'épaule de Guillaume. « Pour toujours ?»« Oui, ma chérie, tu es ma fille, la sœur de Théo, une Dufresne. Pour toujours. »« Et personne ne peut plus me reprendre? Même pas tante Martine ?»« Personne, » affirma Guillaume avec force. « Tu es chez toi, ici, et tu y resteras aussi longtemps que tu le voudras. » Élodie se recula légèrement, son petit visage rayonnant de bonheur. « Je veux rester pour toujours, » déclara-t-elle solennellement. Puis, se tournant vers Théo,
On est vraiment frères et sœurs maintenant. On l'était déjà, répondit Théo avec la sagesse simple des enfants. C'est juste que maintenant, les adultes le savent aussi. Cette remarque fit rire Guillaume. Son fils avait raison, bien sûr. Les liens qui unissaient leur petite famille s'étaient tissés bien avant que les papiers officiels ne les reconnaissent. Ils étaient nés dans un parc, un jour d'automne, quand une petite fille solitaire avait fait le pari de faire sourire un petit garçon triste. Ça mérite une célébration spéciale, décida Guillaume. Que diriez-vous d'une journée complète au parc de la Tête d'Or? Nous pourrions pique-niquer près du lac, visiter le zoo, faire un tour de petit train. Oui, s'exclamèrent les enfants en chœur. Et on pourrait inviter papy et mamie, suggéra Théo, faisant référence aux parents de Juliette, qui avaient accueilli Élodie avec une tendresse immédiate, heureux de voir leur petit-fils retrouver sa joie de vivre grâce à cette nouvelle présence dans leur vie. Bien sûr. Et Marc aussi, s'il est disponible. Après tout, sans lui, nous n'en serions pas là aujourd'hui. La journée qui suivit fut exactement ce dont rêvait Guillaume. Simple, joyeuse, remplie de ces petits moments de bonheur ordinaire qui constituent au fond l'essentiel d'une vie de famille réussie. Les grands-parents rejoignirent leur pique-nique, apportant des gâteaux faits maison et des jeux de plein air. Marc vint également, offrant à Élodie un bracelet en argent assorti à sa bague, pour marquer l'occasion, dit-il, avec un clin d'œil. L'après-midi s'écoula dans une succession d'activités et de découvertes. Ils nourrirent les canards, avec des graines appropriées cette fois, Théo ayant appris à l'école que le pain n'était pas bon pour eux, admirèrent les girafes au zoo, firent un tour de petit train qui encercle le parc. Les enfants coururent, jouèrent, s'émerveillèrent devant un paon qui déploya majestueusement sa queue, exactement comme celui qui avait tant fait rire Théo lors de cette visite au parc avec Juliette, ce qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Vers la fin de la journée, alors que les grands-parents et Marc étaient déjà repartis, Guillaume emmena les enfants près de la roseraie, dans cette petite clairière cachée où Élodie avait emmené Théo lors de leur première rencontre. L'endroit où, selon elle, vivèrent des fées qui exauçaient parfois les vœux de ceux qui dansaient avec elle. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda-t-il à Élodie. La petite fille hocha la tête, un sourire nostalgique aux lèvres. « C'est mon endroit secret. Enfin, c'était mon endroit secret. Maintenant, c'est notre endroit secret à tous les trois. Tu m'avais montré comment danser avec les fées, » rappela Théo en prenant spontanément la main de sa sœur. « Tu avais dit que parfois, elles exauçaient les vœux. »« Et elles l'ont fait, » murmura Élodie, les yeux brillants. « Elles ont exaucé mon vœu le plus cher, avoir une famille. » Guillaume sentit une émotion puissante l'envahir. Il s'agenouilla dans l'herbe et ouvrit ses bras. Les enfants s'y précipitèrent, formant un cercle parfait au milieu de la clairière baignée par la lumière dorée du soleil couchant. « Je crois que les fées ont exaucé nos vœux à tous, » dit-il doucement. « Théo et moi, nous avions besoin de retrouver la joie, le rire, la vie dans notre maison, et tu nous as apporté tout cela, Élodie. Alors on a tous eu ce qu'on voulait, » conclut Théo avec sa logique imparable. « Exactement, » confirma Guillaume. « Et maintenant, que diriez-vous de danser avec les fées une dernière fois avant de rentrer, pour les remercier ?» Main dans la main, ils tournoyèrent au milieu de la clairière, riant aux éclats, leurs silhouettes se découpant dans la lumière du soir comme trois ombres joyeuses unies dans une danse improvisée. Les feuilles mortes virevoltaient autour d'eux, créant un tourbillon de couleurs automnales qui semblait répondre à leurs mouvements. Dans ce moment de pure joie partagée, Guillaume eut la certitude absolue que Juliette les regardait, où qu'elle soit, et qu'elle souriait. Elle aurait aimé Élodie, il en était sûr. Elle aurait approuvé cette reconfiguration de leur famille, cette façon dont ils avaient tous trois trouvé un chemin vers la guérison et le bonheur, ensemble. Plus tard, ce soir-là, après avoir bordé les enfants épuisés mais heureux, Guillaume s'installa dans le salon avec un verre de vin. La maison était silencieuse, mais ce n'était plus ce silence lourd et oppressant d'autrefois. C'était un silence paisible, confortable, celui d'un foyer où la vie s'épanouit harmonieusement. Son regard se posa sur une photo encadrée sur la cheminée, Juliette, radieuse, tenant Théo bébé dans ses bras. À côté, une photo plus récente montrait Théo et Élodie souriant, leurs visages rapprochés pour tenir dans le cadre, leurs yeux pétillants de malice.
passé et présent côte à côte. Guillaume réalisa soudain que, pour la première fois depuis l'accident, il pouvait regarder des photos de Juliette sans ressentir cette douleur déchirante qui l'avait si longtemps accompagné. La tristesse était toujours là, bien sûr, la nostalgie de ce qui aurait pu être, mais elle était maintenant entremêlée d'une gratitude profonde pour ce qui avait été et d'un espoir sincère pour ce qui serait. La vie continuait, différente, reconfigurée, mais pleine de promesses et de beauté, grâce à une petite fille qui avait eu le courage d'approcher un enfant triste dans un parc, qui avait fait le pari audacieux de lui arracher un sourire, qui leur avait appris à tous deux que le bonheur pouvait renaître, même des cendres de la plus grande douleur. Dehors, la nuit était tombée sur Lyon, enveloppant la ville dans son manteau d'obscurité parsemé de lumière. Dans la maison des Dufresne, 3 cœurs battaient au même rythme, unis par des liens plus forts que le sang tissé par l'amour, la compassion et cette résilience extraordinaire qui permet aux êtres humains de se reconstruire, encore et encore tant qu'ils ne sont pas seuls. La petite fille qui demandait un simple sandwich avait trouvé bien plus, une famille. Et cette famille, brisée par la tragédie, avait trouvé en elle la force de se réinventer, de s'ouvrir à nouveau, à la vie et à ses possibilités infinies. Car au fond, n'est-ce pas là la plus grande richesse qu'un être humain puisse posséder? Non pas des biens matériels, des comptes en banque bien garnis ou des propriétés luxueuses, mais des liens authentiques, des connexions profondes, l'amour inconditionnel qui nous porte dans les moments les plus sombres et qui donne tout son sens à notre existence. Dans la chambre d'Élodie, la veilleuse en forme d'étoile projetait une douce lueur sur son visage endormi. Sur sa table de chevet, 2 cadres se côtoyaient, ses parents biologiques souriants et sa nouvelle famille. Passé et présent, douleur et joie, absence et présence. La vie dans toute sa complexité, sa beauté imparfaite, son incroyable capacité à nous surprendre quand on s'y attend le moins.